Salut Coraline. Salut Nirza. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. C'est une première qu'on enregistre vendredi matin. Du coup j'ai failli oublier et puis j'avais personne pour garder mon fils. Mais Parce non. que j'ai pas très anticipé. Non ça va. En fait c'est plus hier, tout d'un coup je regarde mon agenda et je suis un peu là. Demain j'enregistre un épisode en fait. Donc c'est qui a Naoji? C'est Aurélie, ma meilleure amie. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Cool. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Nous accueillons Aline. Salut Aline. Salut, Bienvenue, tu as 36 ans. c'est ça, Tu fais du roller derby. c'est ça. Tu es mariée. Oui, Tu pèses 110 kilos et tu es bien dans tes baskets ou dans tes patins. exactement. Tu nous as contacté pour nous envoyer un témoignage qui nous a tellement captivés que ça nous a incité à te demander si tu voulais nous rencontrer pour voir si on peut collaborer sur un épisode. Et nous voilà aujourd'hui, c'est super. Dans ton message que tu as intitulé « Témoignage d'une grosse lesbienne », tu racontais ton parcours lié au changement de poids, la découverte de ton orientation sexuelle et comment, en passant de ce qui est considéré comme un poids normal à ce qui est considéré comme être grosse, et en passant d'une femme hétéro à une femme lesbienne, tu as oscillé entre la visibilité et l'invisibilité au sein du patriarcat. Tu as vu un lien direct entre ton manque d'utilité pour le patriarcat et ton invisibilité, par exemple, en te découvrant lesbienne. C'est ça, exact. Et dans ton invisibilité, tu as quand même pu découvrir un grand sentiment de liberté dont on va plus parler après. Personnellement, je suis très excitée de faire cet épisode aujourd'hui. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je suis une meuf 6-7 blanche, toujours considérée un peu comme dans le marché de la bonne meuf, et je me sens quand même très impactée par le spotlight du patriarcat. Et le sujet du regard des hommes a été très important pour moi, mais pas dans le bon sens en fait. Donc voilà, je suis très contente qu'on touche à ce sujet à travers ta vie et de manière si organique parce que tu nous as vraiment écrit avec ce sujet. Donc on va d'abord traverser le thème du poids, ensuite le thème que toi t'appelles le privilège d'être lesbienne. Ça va être très intéressant, je me réjouis. Et on va parler du club des hétéras en couple et l'appartenance à la classe des mères. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le roller derby? Le roller derby, c'est simplement le meilleur sport du monde. Et toutes les personnes qui ne pensent pas ça, vous avez le droit, mais vous avez tort. Ouais. C'est tout. En gros, c'est un sport de contact sur patin à roulettes par équipe sur une piste plate qui se pratique dans les halles de Beaulieu où nous avons des matchs de temps en temps. Nous nous appelons les Rolling Furies. Donc, si c'est pas assez clair, il faut venir nous voir ou éventuellement regarder sur un truc qui s'appelle YouTube. Ouais, Voilà, déjà vite découvrir. fait. Nous, on a visité avec Coraline la halle à Beaulieu, c'était trop bien. C'était magique. Et on ne vous a pas vu en action, par contre. Non. Donc, on va commencer par le sujet du poids. Mhm. Coraline, est-ce que tu veux prendre le relais? Ouais, on est assez intéressé à connaître un peu ton parcours et puis ta relation à ton poids, comment ça a évolué, dans quel sens, un peu... Comment ça s'est passé pour toi en général? Je commence par le début. Je dirais que j'ai grandi dans une famille où on était 2 filles. J'étais l'aînée, avec des corps très différents. Donc ma sœur a toujours été très très fine. Et moi, j'ai toujours été forte, mais pas forte dans le sens grosse, mais dans le sens forte. Ouais, la force. Et voilà, c'est ça. Ça a toujours un peu questionné mon poids par rapport à ça, parce que j'ai toujours été la plus grosse. En même temps, j'étais la plus grande. Donc, logiquement, avec ma tête d'adulte, je me dis c'était peut-être normal. Mais avec ma tête d'enfant, j'étais toujours la grosse. Ouais. Après, à l'école, j'étais toujours aussi la grosse, à savoir que j'étais aussi la plus grande. Donc, peut-être aussi c'était normal. Et puis, j'ai grandi, je pense, avec un poids plutôt usuel pour ma taille et mon âge, on dira. Ouais. J'ai passé par une période d'anorexie, boulimie, où là, j'ai été pas très grosse. Après, j'ai vécu normalement en me trouvant grosse, mais certainement que je l'étais pas aux yeux des normes médicales. Et puis, j'ai fait un burn-out qui m'a fait prendre beaucoup de poids, genre 30 kilos. Toi, c'était à quel âge, plus ou moins? 27 plutôt. Petite anecdote, je me suis pas vue prendre du poids. Ouais. Je ne comprenais pas pourquoi ma machine rétrécissait mes habits. Ah ouais. Mais genre drôle. vraiment, pendant 2 ans. Parce que ma copine, je lui demandais, mais je prends du poids et je comprends pas mes habits, mais toi, tes habits, ça marche, mais pourquoi? Enfin, c'est drôle. parce qu'on a une machine qui sèche le linge et en fait, ça les rétrécit. J'ai toujours su qu'il fallait sécher le linge à l'air libre, ça va pas du tout. Comme on Et faisait puis- depuis le temps. C'est ça. Et une fois, je sais pas, présence d'esprit, je me suis dit, mais en fait, peut-être j'ai pris du poids. Ouais. Et vraiment, ça a mis longtemps avant que je me rende compte. Ouais, mais c'est le truc, ça se fait peut-être graduellement, puis en fait, Ouais. ça te traverse même pas l'esprit, quoi. Période de burn-out, on n'est pas très fut Ouais. en fait.
Ouais, t'as d'autres problèmes, quoi. C'est ça. Du coup, j'ai découvert que j'avais pris ce poids. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quand le burn-out allait mieux, on va dire comme ça, j'ai reperdu du poids. Et là, j'ai découvert ce que c'était que de reperdre du poids. Donc là, t'as parlé d'invisibilité avant. J'ai découvert que j'étais de nouveau visible. Je me rappelle d'une fois que je descendais à la gare de Martigny, donc, où j'habite. Je descends la rue et je vois des gens me regarder. Je me rappelais plus ce que c'était ça, en fait. Ouais. Qu'est-ce que les gens, ils me regardent. Ouais. J'étais là, c'est l'été, je suis en robe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Puis après, je me suis rappelé en fait que oui, j'avais un corps sexualisé par des gens et que j'avais oublié ce que c'était. Parce que quand on est gros, Et on te regarde pas. en fait, c'est pas forcément qu'on te regarde pas parce qu'on te regarde, mais on te regarde comme quelque chose. Ouais. Puis là, on me regardait comme un bout de viande. Avant, on me Ouais. regardait plus dans le sens, mais je me demande si son bourrelet, il est plutôt comme ça ou comme ça, Ouais. puis pourquoi. Enfin, on voit que c'est plutôt de la compréhension que les gens, ils essayent de voir dans le poids trop gros. Ouais. Mais par contre, là, j'étais de nouveau un bout de viande. J'ai vraiment senti ce truc un peu genre... En fait, c'est rigolo parce que dans ma tête, c'est comme si la personne, elle m'avait léché. Ah Ouais. Avec son regard, en fait. J'ai vraiment senti un peu ce truc... Ouais. Puis après, ça laisse ce truc de bave. Déjà, ça pue la bave. Ouais. Et Ouais. en plus, c'est mouillé et ça colle. Enfin, Ouais. voilà. Vraiment, j'ai senti ça. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais pour les mecs qui disent j'ai juste regardé ou c'était juste un compliment, bah voilà le vécu quoi. C'est Ouais, ça. c'est ça. J'aime bien cette analogie un peu, genre, Ouais. c'est comme je me suis fait lécher, quoi. Ouais, Genre, c'est ouais, ça. un truc que tu veux pas, puis qui pue, puis qui, Ouais. qui reste un peu là. Ouais. Ouais. Parce que t'y Le repenses moment où après, on se quoi. fait lécher dans notre vie, c'est vraiment un truc où normalement c'est consenti, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Rarement tu vas vers tes potes puis tu leur lâches le visage. Ouais, Ou alors t'as 14 ans puis t'es dans un délire. ouais, Mais ouais. c'est une autre période de la vie, ça. Oui, puis ça reste avec des gens proches quand même. Enfin, je veux dire, Bah, j'espère. j'avoue. Je sais pas, on a pris une tangente ultra bizarre. Des fois on se fait lécher dans la vie. Lécher le visage des gens, pour Oui. ou contre. Voilà. Mais du coup, donc là, t'avais pris du poids, après t'en as reperdu, et tout d'un coup, tu t'es retrouvé en fait sur le marché du, je sais pas, du voyeurisme un peu, où tu te sens observé tout le temps. Du coup, en fait, il y avait des avantages à avoir pris du poids. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte. Est-ce que je me suis rendu compte de ça avant ? J'ai de la peine à dire là maintenant. Ouais, je me suis rendu compte que j'avais cette invisibilité qui me permettait de faire ce que je voulais en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu à un moment tout ce mansplaining, les gens qui écartent les jambes, etc. Et moi j'étais là, moi j'écarte les jambes parce que j'ai un bide à poser en fait. Ouais. Donc je serre plus les jambes parce qu'en fait physiquement c'est pas agréable. Concrètement pour les personnes qui ont pas de bide, quand t'as un ventre et que tu croises tes jambes, en fait ça fait que ton ventre il doit aller à l'intérieur donc il écrase souvent tes poumons. Ouais. Puis du coup tu respires pas très bien. Ouais. Puis Ouais. je sais pas vous comment vous le sentez mais la respiration c'est un truc un peu vital comme ça. À ce qui paraît, c'est pas mal. Ouais. C'est un point de vue. C'est ça. Ça discute. Peut-être quelqu'un me dira non en fait Ouais. tu sais moi j'ai vu une étude mais bon bref. Du coup, tous ces trucs-là m'ont permis de pouvoir vivre ma vie de grosse sans avoir ce truc je dois correspondre à quelque chose, quoi. Mhm. Parce que de un, c'est pas possible. Par exemple, si on va sur une terrasse, je vais regarder les chaises, comment elles sont. Enfin, il y a tout ce truc où je suis pas en train de réfléchir, ou comme quand j'étais jeune adulte, je me disais je vais plutôt me mettre là, plutôt comme ça, on va me Ouais. regarder plutôt comme ça. Parce que j'étais vraiment en mode, j'ai bien intégré que je dois me faire acheter, Ouais. Mhm, mhm. comme un bout de viande, comme on disait avant. Mhm. Et puis là, je suis plus en mode, c'est très pragmatique. Je regarde la chaise qui va tenir mon poids. Je regarde la chaise où je vais pouvoir reculer derrière. Du coup, ça permet d'avoir toute une autre vision de mes besoins à moi. Franchement, ça fait Ouais. rêver et ça donne envie. Oui. Parce que moi, ça a été, et ça l'est toujours, tout un travail psy ou de soins pour, moi j'appelle exorciser le male gaze en fait. Mhm. Parce que t'intériorises tellement le regard des hommes et du patriarcat que ça devient ta manière de te voir. Et en fait, c'est pas du tout sain. Mhm. Et je pense que je suis loin d'être la seule femme qui vit ça. Mm. Enfin, je pense, je sais pas. Mais je me dis, si je suis pas la seule femme qui vit ça, c'est vraiment un problème. Vraiment pour la santé mentale, ça va pas du tout. Et c'est ça, moi j'ai dû faire du travail psy, du yoga. J'ai arrêté de lire des livres écrits par les hommes pour intégrer de plus en plus un regard de femme ou de personnes sexisées. Mhm. Et du coup, ça fait rêver quand tu dis ça, en fait, ce truc de tout d'un coup gagner en liberté et de centrer ton confort et ton bien-être plutôt que comment tu vas être vu par des hommes. Ouais. Et comme j'ai dit au début, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et en faisant ce travail d'exorcisme du male gaze, en fait, je regardais des fois dans la rue et je voyais des femmes âgées ou des femmes qui sont considérées plus grosses et j'étais là, mais comment c'est possible de vivre dans une société où déjà les femmes ont une date de péremption par rapport à leur âge et où le moule est si contraignant, en fait.
J'avais un peu remarqué mais en fait, ça doit être libérateur. Et en écoutant Nini aussi dans son épisode, une noire, une albanaise et une blanche entrent dans un bar. Elle parlait du fait que quand elle était adolescente, elle allait dans des bars avec des potes blanches. Elle était toujours derrière parce qu'elle savait que les mecs n'allaient pas la regarder. Mais elle disait qu'en même temps, c'était drôlement un sentiment de liberté. Elle s'en foutait comme elle était habillée, elle dansait, voilà. Ouais. Moi, j'ai eu ça un peu, 2 fois, quand je me suis rasé la tête, déjà. Ouais. En me disant, en fait, si on me regarde, c'est parce que je suis une meuf avec la tête rasée, mais en vrai, c'est pas parce que je suis bonne, quoi. Et on se demande pourquoi elle s'est rasée la tête. Oui, c'est ça, parce que j'ai quitté ce marché, là, c'est sûr. Et puis aussi, j'ai eu un peu ça quand j'étais enceinte. Je me suis dit, je pense que quand tu es enceinte, en fait, les gens me regardent parce que je suis enceinte, mais en fait, on se dit pas... Comme un corps à étudier, pas un corps à attraper, à chasser. Mime le lasso. Chasser, voilà. C'est ça, chasser. Ouais. On n'est plus une proie, on est comme quelque chose à découvrir. Un peu comme quand tu passes à côté d'un accident. On connaît tous ce que c'est qu'une voiture. Mais une voiture sur le côté, on sait pas. Ah ouais, d'accord. C'est différent, il y a un truc à regarder, quoi. Ouais, c'est ça. On est l'accident sur l'autoroute. Il y a 2 jours, par hasard, je suis tombée sur une citation que j'ai notée parce que j'ai trouvé pertinente pour l'épisode. C'est Virginie Despentes dans un entretien, elle parle plutôt de l'âge, mais elle dit « Un des bons côtés quand on a passé les 50 ans, c'est qu'on n'attend plus grand-chose de nous. C'est un peu comme les lesbiennes, tu fais comme tu veux, parce que de toute façon, tu ne devrais pas exister. » Et elle parle justement du sentiment de liberté, en fait. J'ai déjà entendu cette phrase. Je sais pas si ça fait partie de ma prise de conscience, mais c'est vrai que c'est intense, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc où on n'a plus besoin de toi, du tout. Parce que tu vas pas pouvoir être la femme qui va pouvoir nettoyer chez un homme, donc tu sers à rien, en fait. Vraiment, il y a ce truc où j'ai senti, mais ça c'est plus quand j'ai découvert que j'aimais les femmes, qu'on n'a plus besoin de toi. Et puis en tant que grosse, on n'a plus envie de toi. Donc moi je cumule, plus envie ni besoin, double liberté. En plus je fais du roller derby, donc je vis ma vie. Après je dis pas que c'est cool de devoir regarder si tu peux t'asseoir sur des chaises et qu'elles ne cassent pas, mais ça n'empêche qu'il y a toujours du positif dans tout et c'est génial. Bah, c'est un grand positif quand même que tu décris. C'est ça. Ouais, c'est clair, mais c'est impressionnant. J'avais juste vu une petite interview aussi, une intervention de, je crois, Mona Chollet qui parlait aussi en fait de se libérer de ce besoin de plaire en fait. Et j'y pense tout le temps depuis que j'ai vu ça il y a quelques mois. Et à quel point je trouve ça très difficile en fait. Personnellement, je trouve ça très difficile de se libérer de ça. Et alors que t'es un peu là, je sais pas, je lis plein de trucs féministes, je me renseigne sur plein de choses, je questionne le système en général dans lequel on vit et j'arrive pas trop encore à me libérer de ça. Et que c'est vraiment un chemin. Toi, t'as pas eu le choix. J'ai pas eu le choix et en même temps, j'ai quand même dû déconstruire parce que j'imagine. Typiquement, je me suis sentie libre, mais ça faisait des années que je voulais, comme toi, me couper les cheveux très avoir rasé la tête. Et j'ai pas osé avant très longtemps. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, de toute façon, tout le monde s'en foutait. Et du coup, je l'ai fait. Et c'est parce que je me suis sentie libre que j'ai osé le faire. Parce que c'est vrai que quand j'ai découvert que j'aimais les filles, je me suis coupé les cheveux. Parce que tout d'un coup, je me rendais compte qu'en fait, j'avais plus besoin d'avoir mon attribut charme, cheveux. Ce qui est considéré comme féminin charmant. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en plus, j'ai des cheveux bouclés, donc tout le monde dit « Ah, mais c'est dommage, t'as coupé tes cheveux. » Mais ta gueule. De 1, si t'avais des cheveux bouclés, tu saurais. Et de 2, c'est mes cheveux, en fait, toujours. Mais il y a tout ça où tu gagnes en liberté de choix, de vivre, etc. Après, j'ai pensé aussi par rapport, je sais plus pourquoi, mais ma copine, elle a grandi en sachant qu'elle aimait les filles. Et je remarque qu'elle n'a pas eu ce poids de la société. C'est-à-dire que de temps en temps, je sens qu'il y a un poids de la société, mais pas comme un bout de viande. Du coup, elle m'a beaucoup aidée à déconstruire aussi ça, parce que elle me dit, si tu veux, tu fais. Des fois, j'ai tendance à dire que je suis en couple avec une personne transgenre masculine, mais elle le sait pas. Mais j'associe plutôt ça au fait que, en fait, elle a juste pas grandi avec cette pression. Elle a toujours été vue comme la lesbienne. Ou en tout cas, elle s'est vue comme ça. Plutôt elle s'est vue, je crois. Et du coup, elle a pas trop le regard des autres par rapport à ça. Pour plein d'autres trucs, oui, mais pas ça, quoi. Elle n'a pas ce truc où elle doit s'apprêter ou quelque chose pour être attirante, quoi. Ou attirante tout le temps. C'est ça la différence entre lesbienne et hétéro. Dans mon cas, c'est
moi, quand je me sentais hétéro, il fallait que si j'ouvre la porte, je sois présentable. Ouais. Maintenant, quand j'ouvre la porte, il faut que je sois habillée. Ouais. Pas avoir chaud, pas avoir froid. Et puis moi, je trouve incroyable, tu vois, tu dis pas avoir chaud, pas avoir froid. Mais rien que de penser à ça, genre, en vrai, à la base, tu t'habilles pour ça. Et puis, je veux dire, il y a rien de mal à aimer la mode et aimer s'habiller. Mais il y a des fois où vraiment, je regarde des habits, puis je suis un là. Bon, moi, ça fait plusieurs années que j'ai décidé que les habits qui étaient pas confortables, de toute façon, ils disparaissaient. Mais il y a un côté où t'es un peu là. Je fais quand même beaucoup de pirouettes pour pas grand chose, et puis en fait chez moi je suis assez à l'aise en pyjama et en training. Pourquoi est-ce que je fais autant d'efforts pour d'autres trucs? Et puis je sais pourquoi, c'est parce que j'ai quand même, malgré tous mes efforts, j'ai un besoin de plaire, et que même si j'ai l'air détachée, je le suis pas du tout en fait. Et vraiment j'ai réalisé ça encore la semaine passée quand on a fait la fête pour l'anniversaire du mari de Lirza, où je me suis vraiment, enfin ça faisait longtemps que j'étais pas sortie, et en plus dans un contexte où c'est pas forcément mes potes, je me suis vraiment trop mis la pression toute seule. Et j'étais un peu là, mais tout le monde s'en fout en fait. Mais j'étais en mode, j'ai besoin d'être présentable. Mais c'est sûr que si je vais dans une fête avec un couple hétéro, que je connais pas forcément, il y a la petite Aline hétéro que j'ai cru être longtemps, qui se réveille des fois puis qui se dit peut-être qu'on va me regarder. Ouais. Tu dis tout le monde s'en fout en fait, mais moi je crois que les gens s'en foutent pas. Hein. Peut-être moi pas, je pense que le regard est réel. Il y a la pression qu'on se met toute seule, mais elle vient pas de nulle part quoi. Je pense pas que ça vient de nulle part, mais tu vois, il y a un peu. Enfin, vraiment, je réfléchissais consciemment. Hein. J'étais en train de me maquiller. Alors, il se trouve que c'était une journée où j'avais envie de me maquiller. Enfin, c'est pas comme si j'avais envie de choper. Ouais. C'est pas comme si, de toute façon, enfin, maintenant, on a la trentaine, tous mes potes sont couples. Enfin, toutes les soirées que je fais, en vrai, c'est entre couples hétéros. Hein. Ouais, c'était assez un scandale ça, samedi soir, mais j'y ai pensé aussi. Oui, mais enfin. Couples hétéros. Ouais, mais en tout cas, moi, je suis entourée que de ça maintenant, tu vois. Ouais. Et bien, à ce côté où t'es un peu là, de toute manière, j'ai pas besoin, entre guillemets, du regard des mecs autour de moi. Mais c'est toujours un truc, peu importe, ça reste là. J'ai besoin que, au fond d'eux, s'ils se font un commentaire tout seuls, qu'ils vont pas partager, c'est de se dire genre, elle est bien. Ouais, je comprends. J'ai pensé, quand j'étais plus jeune, que je me trouvais grosse. Quand t'as parlé des trois femmes qui rentrent dans un bar avec une qui reste toujours derrière, et ben moi j'étais celle-là. Et je suis pas sûre que c'est parce que je plaisais pas ou que... Je pense qu'intérieurement, mon corps savait que j'étais pas tellement hétéro, donc ça va. Mais j'étais toujours celle de derrière, j'étais celle qu'on demandait pour les potes, pour le numéro, pour discuter. Et je me voyais pas comme quelque chose d'attirant. C'est en découvrant que je l'étais plus, que je l'avais plus. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là où, même petite, vu que j'avais tellement intégré que j'étais la grosse, de base, puis il y a des gens encore qui me disent oui, mais tu sais, les femmes rondes, c'est attirant et tout. Puis je suis là. Parce qu'ils présupposent que le but de ta vie, c'est d'être attirante. C'est des personnes qui pensent qu'elles doivent être attirantes. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit quelque chose qui me choque, je me dis ah merde. Comme un peu, une petite anecdote, tous les gens qui me demandent oui, mais alors les femmes, elles font comment l'amour entre elles? Mais vraiment, on pose cette question? Et pas souvent, mais quand même. Oui, ok. Mais c'est souvent quand l'alcool a délié un peu les langues. Ouais. Et du coup, je suis là, mais merde quoi, si tu sais pas comment, ça doit être nul. Ça doit être nul pour toi. Parce que franchement, c'est tout la même chose que toi, sauf t'enlèves le pénis. Ouais. Pareil. Tout le reste, vous avez pareil que nous. Mais c'est pénis centré, quoi. C'est ça. Et je me dis, mais c'est quand même fou que de dire, y a des gens qui pensent vraiment que il y a que ça, quoi. Ouais. Mais c'est gracieux de ta part de te dire, en fait, c'est parce que ta vie est comme ça. Et pas te dire, connasse, je t'emmerde. Ouais. Oui, c'est juste un peu triste. Je me disais que c'était pour économiser de l'énergie, mais en fait, la tristesse, c'est pas moins énergivore que la colère. C'est vrai? Je suis pas sûre. Ok. J'aime beaucoup les gens. Quand je suis triste pour eux, je suis un peu triste pour moi. Ok, donc c'est énergivore, ça marche. Et du coup, par rapport au sujet du poids, t'es en train d'essayer d'avoir un enfant. Et quand tu fais la procédure ou le processus de la PMA, on te demande d'avoir un certain poids. C'est ça. Du coup, tu as accepté de perdre du poids, mais, tu me dis si je dis des bêtises, tu décides de pas trop perdre parce que justement tu veux garder ta liberté. En tout cas, au moment où je vous ai écrit, j'étais dans cette démarche-là. Là, ça évolue ou pas, mais en tout cas, dans ma tête, ça évolue. Et c'est vrai que quand on est allé voir pour faire une procréation médicalement assistée, donc on m'a refusé l'accès parce que j'étais trop grosse. Donc à l'époque, c'était à l'étranger, donc j'imagine qu'il y a tout un processus de statistiques. Donc statistiquement, une grosse tombe moins enceinte qu'une pas grosse.
On l'a accepté, et puis on a d'autres informations là qui nous demandent pour faire une FIV, donc une fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on te prend les ovules qu'on féconde à l'extérieur et on t'implante des ovules fécondés. S'il y a quelqu'un qui est dans le médical, je sais c'est pas les bons termes, mais je me rappelle plus les bons termes, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Oui, on comprend. Ça, oui, c'est ça, c'est le but. C'est ça. Et là, on me refuse l'accès parce que j'ai un IMC trop gros. Par contre, le fait que pour perdre du poids, il faut du temps et que je vieillis et que du coup, après, j'aurai moins de fertilité, ça, on s'en fout. Ouais. Le fait que j'explique que si j'ai du poids, c'est parce que j'ai eu un problème de santé qui est un burn-out et que mon poids est lié à une santé mentale et que je n'ai pas envie de mettre d'énergie là-dessus parce que j'ai peur de perdre ma santé mentale pour une santé soi-disant physique, que je fais du sport 2 fois par semaine, que je bois du café sans sucre et que quand ma copine se trompe et qu'elle met un tout petit peu de sucre et qu'elle l'enlève avec la cuillère, je lui dis « mais t'as mis du sucre ?» Donc je suis quand même pas trop dans le sucre de la vie, et ben ça on s'en fout. Enfin voilà, on est vraiment... On m'a demandé de faire des analyses pour voir si j'avais du diabète, et je suis là, mais vous vous rendez compte que si j'ai du diabète, toute ma vie je le saurais. Donc moi, après, je vais vivre avec la pression du patriarcat, plus la pression du diabète, quoi. Alors que là, chillou bilou, je vis bien ma vie, quoi. Ouais. Et en plus, je suis une personne qui est assez hors norme au niveau de la santé, parce que je suis OK de mourir demain. Ouais, OK. Donc, c'est... Waouh. C'est vraiment... On pourrait faire un épisode là-dessus. Et c'est quelque chose que j'ai dit dans le processus de la PMA, parce qu'ils m'ont dit, oui, mais vous voyez, il y a des risques pour votre santé. Je suis là, oui, tout comme traverser la rue. Ouais. En fait, chez une pote, quand j'étais petite, sur son frigo, c'était écrit « La plus grande cause de divorce, c'est le mariage. » Et moi, ça me reste, cette phrase-là. Et la plus grande cause de mort, c'est la vie. Ouais. Donc, du moment que je suis vivante, je sais que je vais mourir. Désolée pour ceux qui ne savaient pas, mais c'est pour tout le monde la même chose. Spoiler alert. C'est ça. Et je sais que pour beaucoup, la mort, ça fait peur, que le contrôle de la santé, c'est important. Et pour moi, j'ai vraiment... Enfin, on contrôle trop de trucs. Et j'ai pas envie de contrôler ça, j'ai pas envie de contrôler mon poids, j'ai pas envie d'avoir un certain poids pour pouvoir faire des enfants, parce que j'ai trop peur que le poids devienne un élément trop important par rapport à ma santé mentale. Ouais. Donc voilà. Et pour revenir au témoignage que je vous avais envoyé, je me rappelle que j'ai aussi expliqué que je voulais pas perdre plus que temps, parce que je ne veux pas redevenir un bout de viande, et j'aurais peur de redevenir cette jeune femme que j'étais, qui voulait absolument correspondre à des standards qui ne sont pas les miens. En fait, je suis méga fière d'être forte, quoi. Enfin, forte dans le sens force. Avec mon poids, ça, c'est aussi génial. En fait, quand on est gros, on prend de la place. Ouais. Spoiler alert, peut-être on savait pas, mais en vrai, c'est ça. Et du coup, quand on passe à côté des gens, on peut pas se contorsionner. Je peux pas rentrer le ventre. Je peux pas enlever mon sac et le mettre à mes pieds. Il est sur moi, mon sac, je le prends. Ouais. Du coup, quand on passe, on est obligé de pousser les gens s'ils avaient pas la présence d'esprit de se rendre compte qu'on existait à côté d'eux. Ouais. Et c'est génial. Parce qu'en fait, t'es obligé, par la force des choses, de déconstruire le fait que tu existes et que c'est OK. Par exemple, ce matin, je prends le métro, un monsieur... Voilà, c'est exactement les petits rires que j'imaginais. Ouais. Ne sait pas bouger. Et roller derby oblige, je lui fonce dedans. Ouais. Parce qu'en fait, je suis là. Ouais. Et j'ai le droit d'exister. Et je me dis que c'est en vivant de plus en plus, en existant normalement, qu'on a le droit de prendre la place. Et le poids oblige à faire ça, quoi. Trop bien. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Parce que c'est marrant, je sais plus quand, il y a cette semaine, j'étais avec ma poussette, j'allais prendre le bus, et puis je me suis vraiment fait bousculer par un vieux monsieur. Genre j'attendais le bus, je comptais pas monter dans celui-là, j'étais pas sur le chemin, genre rien du tout. Puis il m'est vraiment juste rentré dedans, il y avait genre plein de place, et j'étais un peu là. Mais c'est normal en fait. Ouais. Ça te semble normal, j'existe pas en fait. Ouais. Il s'est trouvé que j'ai soudainement surgi sur ton chemin, alors que pas du tout. Ouais. Et puis voilà, puis je me dis, effectivement, quand t'es une personne grosse, à la limite, ben, ils t'évitent un peu plus, ils font plus d'efforts. Oui, ils bondissent. Enfin, dans le sens où, tu vois, t'as de la force, et puis ça fait tong. Bah ça, c'est le roller derby m'a permis de me rendre compte que, en fait, si on me fonce dedans, je tiens. Ouais. Donc maintenant, j'ai plus peur de foncer dans des gens. Ouais. Par contre, petite anecdote aussi, quand je suis en festival, j'aime bien être devant. Parce que si je suis la dernière, bah tous les autres y passent, et puis moi je suis là.
pardon. Ouais, c'est moi ouais. qui vais devant. Pour te faufiler. Je fais la locomotive, puis après les autres ils passent easy peasy les petits peasy. Ouais. Mais c'est tout des petits trucs. Et au départ, quand j'avais pris du poids, c'était quelque chose de compliqué pour moi parce que je me disais, je vais déranger, gna 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 et tout. Et je pense que là, le roller derby m'a aussi permis de déconstruire ça en disant, mais en fait, c'est comme ça la vie. T'existes et en fait, s'il y a une personne qui est en chaise roulante, tu vas pas dire lève-toi, franchement, tu prends plus de place que tout le monde, quoi. Ouais. Éventuellement, quand t'es en retard et que t'as la tête dans le cul et que le bus prend plus de temps pour descendre le truc, tu vas avoir cette pensée horrible de te dire ça te fait chier et après tu vas t'en vouloir d'avoir pensé ça. Mais vu qu'après tu es ok comme personne, parce que c'est pas garanti, ou conscient à ce moment-là, tu vas te rappeler que t'es un être humain avec des défauts et des contradictions et tu vas dire ok, ça va bien aller, on est tous comme ça. Mais ouais. Je suis trop ravie de ce genre de témoignage parce que Maxime qui a parlé de la grossophobie a dit la même chose. Il a dit moi j'ai aucun problème à être gros. Enfin c'est vraiment les autres qui m'envoient ça dans la gueule, mais en fait moi j'ai pas de soucis. Puis il parlait aussi du fait qu'il va chez une psy puis elle présuppose tout de suite qu'il est là pour perdre du poids quoi. Et j'aime bien juste dire qu'en fait c'est la société qui a un problème avec le poids. C'est vraiment la société qui a un problème avec le poids. Après j'entends que peut-être on va vivre moins vieux. Et alors en fait. C'est comme les gens qui se biturent la gueule tous les week-ends et qui fument. Enfin, je sais pas, comme plein d'autres trucs, quoi, mais qu'on s'en fout. Oui, puis c'est très, très européen, quoi. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont d'autres problèmes de vie. Et enfin, moi, je suis ok de mourir demain, vraiment, les gars. Mais ça, c'est incroyable. Hein. Ouais, ça, c'est clair, ça, c'est pas commun. Et d'ailleurs, si je meurs, j'aimerais bien qu'il y ait un lancer de ballons, mais seulement si c'est des ballons biodégradables. Ou alors des petites lumières qui s'envolent dans le ciel. Maintenant, on va passer au chapitre du privilège d'être lesbienne. Encore une fois, dans ton message, désolée, on va se référer pas mal à ton message, mais t'as dit un truc qu'on m'avait jamais dit. T'as dit « Je vous admire, vous, les femmes hétéros. Vous avez du courage, de la patience et mon chapeau. » Personnellement, déjà, j'avais jamais vu la chose comme ça, parce que les femmes hétéros, c'est tellement la norme que pour moi, il y avait rien de se féliciter là-dedans, en fait. La deuxième chose, j'ai toujours vu comme... parce que je suis dans la norme, c'est moi la privilégiée, et donc je suis pas à admirer ou à dire bravo de faire ça, parce que je suis de toute façon dans la norme et dans le privilège. Donc est-ce que tu peux élaborer ce que tu voulais dire par ça en fait ? Alors, moi je dirais pas chapeau de faire ça, je dirais plutôt de subir ça et survivre à ça. Parce que j'ai entendu plusieurs fois, oui, mais j'hésite à devenir lesbienne et je pense que si t'es féministe, tu regrettes de pas pouvoir devenir lesbienne des fois. Et c'est là où je dis félicitations de survivre à ça, quoi. Parce que, ça c'est un truc que je vous ai pas dit, mais quand j'ai découvert que j'étais lesbienne, j'ai eu beaucoup de retours d'adultes confirmés, on va dire ça comme ça. D'adultes confirmés, t'as dit ? Ouais. Parce que, en fait, je travaille avec la jeunesse. Quand t'as 18 ans, t'es adulte, mais t'es pas expérimenté. Et souvent, on dit jeune quand t'as 18 ans, alors qu'en vrai, dans la terminologie, t'es adulte. Du coup, j'ai essayé de trouver un terme pour qui n'est pas vieux, parce que, en fait, vieux, souvent, déjà, c'est pas très clair. Et puis, adulte confirmé, c'est genre des gens comme nous, quoi. Enfin, on a plus jeune... Non, mais on a expérimenté notre âge adulte, quoi. Quand je vais dans un magasin, puis que la dame, elle dit « Je peux vous aider », je suis plus mal à l'aise. Ouais. Contrairement à quand j'étais ado, où je me disais « Elle croit peut-être que je vais la voler. » C'est clair. Mais non, madame, je vais tout ranger, je vous promets, j'ai été éduquée tout à fait bien. Bref, je sais plus pourquoi j'ai tout inventé ce truc. T'as eu des retours d'adultes confirmés. Voilà. C'est ça, des retours d'adultes confirmés. Et souvent, on me disait « Homo, ok, mais les enfants, alors non. » C'était il y a 11 ans. Il y a longtemps, mais pas tant. Non, pas si longtemps, quoi. Genre vraiment, les gens m'ont dit ouais mais non. Ou pas à moi directement, mais à d'autres gens qui m'ont rapporté. Puis moi je trouvais ça violent, parce que j'avais découvert que j'avais une attirance physique plutôt pour les femmes, mais je crois bien que ça m'a pas ligaturé les trompes. A priori c'était pas ça. Et du coup quand on a envisagé les enfants, j'ai dû tout déconstruire, parce que le fait de faire médicalement assisté, moi qui ai quand même une tendance à pas être trop médecine, je me disais je rentre dans un truc, je suis pas d'accord avec ça, est-ce qu'on fait à la maison plutôt, on fait un truc beaucoup plus artistique,
artisanale. Après, je suis pas d'accord non plus avec le fait d'avoir un homme dans la vie de cet enfant. Enfin, déjà, à 2, c'est chaud d'éduquer un enfant, d'après moi, qui n'en est pas. Si on rajoute une 3e personne, qu'on sait pas qui c'est, qu'on sait pas ce qu'il va faire, il faut la bonne personne. Du coup, on était d'accord de faire avec une personne, mais ça a pas fonctionné pour X raisons. Avec d'autres, c'est trop chargé, quoi. Du coup, on a déconstruit le truc de faire avec la médecine. Et pour arriver à cette déconstruction, j'ai dû me dire, mais attends, cocotte, t'as toujours tes ovaires, t'as toujours tout ce que t'as besoin pour faire des bébés. En fait, c'est la société qui a construit le truc un peu fucked up, qui fait que je peux pas. Parce que, et là, je me suis prise d'une utopie. En fait, les bébés, c'est des spermatozoïdes avec des ovules, et c'est tout. Tout le reste, c'est construit. Donc, concrètement, si on vivait dans une société qui n'était pas hétérocentrée et couple-centrée, on va dire, on pourrait éventuellement vivre en communauté, puis faire des bébés en communauté, la lesbienne avec un autre. Et c'est là où j'ai dit, bah ok, tu peux utiliser les outils qui sont à ta disposition, parce que peut-être que la vie dans laquelle tu voudrais vivre, elle n'existe pas. Et celle où je serais capable de faire des enfants, elle n'existe pas. Ou d'éduquer des enfants. Par exemple, on voit des familles où c'est compliqué, qui auraient peut-être besoin qu'on ait un moment les enfants, ben pourquoi pas, on pourrait les prendre. Mon beau-frère est homo. J'ai dit, dans un monde idéal, on achèterait une maison ensemble et puis on éduquerait des enfants tous ensemble, quoi. Mais la société fait que, bah, du coup, c'est qui le papa, c'est qui l'oncle, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, c'est la société qui m'empêche d'être maman. C'est pas le mon physique. corps, ni la nature, en fait. Pour les gens qui disent c'est pas naturel, non, c'est naturel. Je suis capable de faire l'amour avec un homme. On m'a pas empêché, hein. C'est juste que c'est pas trop ce que j'apprécie le plus. Et encore, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc peut-être qu'en fait, si. C'est juste que, comme ça, c'est pas ce qui me vient tout le temps à l'esprit. Et c'est là où, en déconstruisant tout ça, je me dis, bah en fait, oui, ok, tu peux aller... Si je remonte un petit peu dans le temps, quand est-ce que tu as découvert que tu étais lesbienne ? J'ai découvert que j'aimais les filles à 25 ans. Ah, waouh. Ouais. Et jusque-là, j'ai tenté d'être l'hétéro parfaite. Donc c'est aussi pour ça que j'ai très très fort ce besoin de plaire. Parce qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, mon corps, il a toujours su que j'aimais pas trop les garçons. Ça veut dire quoi ça voulait dire quoi pour toi, être l'hétéro parfaite ? Ben, j'essayais d'être utile et d'être jolie et de... Enfin, faut quand même imaginer que dans mon parcours d'études, j'ai fait mon gymnase que j'ai loupé, j'ai fait un CFC d'employé de commerce. Et dans ma tête, en 2e année, j'ai eu consciemment l'idée de bon, t'as pas trouvé d'homme, il faudrait quand même réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie. Enfin, moi je trouve ça tellement violent de m'être dit ça, quoi. Parce qu'en gros, dans ma vie, j'ai jamais prévu à faire quelque chose parce que je me sentais que j'allais être la femme, quoi, de quelqu'un. Et pas juste un humain qui vit sa vie. Par exemple, je me suis retrouvée à des soirées avec un type qu'on a fini chez moi. On aurait pu coucher ensemble. Je disais non, mais moi je veux être en couple, je veux quelque chose de solide et tout. Et puis lui il me disait mais on est là les deux, on a envie de ça, pourquoi on le fait pas ? Puis moi je disais non, moi je veux être une fille bien, je veux un couple solide, je veux faire une famille, quoi. Après maintenant, en relisant l'histoire, en sachant que j'aime plutôt les filles, peut-être mon inconscient a utilisé cette excuse-là pour pas aller dans un truc où peut-être j'en aurais envie, mais il fallait que je sache que j'aimais plus les filles pour... Maintenant, je serais ok de coucher avec un mec, mais parce que je sais que j'aime plus les filles. Oui, c'est ça. Libre, plus fluide, en fait. C'est ça. Et du coup, j'ai découvert à 25 ans parce que j'ai eu un coup de foudre. Du coup, jusque-là, je savais pas ce que c'était l'amour ni l'attirance, en fait. Parce que tout était construit dans ma tête. Moi, les gens, ils me disaient celui-là, je coucherais bien avec. Je sais pas, on n'a pas parlé. Comme ça, il a pas l'air sale. C'est vraiment un truc que il je a l'air disais. propre. C'est ça. Bon. Il y a vraiment un truc... Moi, la barre était basse, quoi. Bonne hygiène corporelle. Oui, il y avait vraiment des trucs un peu factuels comme ça. Et puis, ça me fait rigoler parce que je réfléchis à ce que ma copine, elle regarde chez un mec et c'est aussi hyper factuel. Par exemple, elle aime pas les poilus. C'est un truc. Les poils. Bref, et du coup, j'ai découvert que j'aimais les filles par un coup de foudre. Et c'était fou, quoi. À un moment donné, je discute avec cette personne. Au début, anniversaire, lieu de rencontre par excellence, d'après moi. Parce que c'est forcément des personnes validées par quelqu'un que tu valides, donc
Un temps, j'avais envie de faire des anniversaires comme des trucs de rencontre, en fait. Allez, moi, je vous invite. Et puis, on discute, puis après, on est à cette soirée. Puis, je sais pas, elle me regarde, je la regarde, puis tout d'un coup, dans mon ventre, je sens vraiment un truc qui se passe. Ouais. Trop bien. Et puis là, tout d'un coup, je pouvais me marier avec elle, je pouvais vivre avec elle. Elle, à ce moment-là, elle était en couple avec une qui était, à mon avis, plutôt hétéro, donc elle l'assumait pas. Puis moi, j'étais là, mais y a pas de souci, viens, on se marie, moi, je suis ok. Ça a fait comme ça, puis mais c'était t'étais fou. partie, Enfin, quoi. c'était fou, c'était tellement évident. Après, la soirée se poursuit, on discute, etc. Puis à la fin, elle devait marcher, je pense, 500 mètres. Mais les deux, on a insisté pour que je la ramène. Et puis, du J'aime coup... bien les deux, on a insisté. On était d'accord, mais on insistait quand même. Si, Non, je te mais- ramène. mais Ouais, je te tu me ramène. ramènes. Là, elle tente de m'embrasser. Là, j'ai quand même ma présence d'esprit qui revient. Je dis, non, je m'accroche à mes principes. Littéralement, je lui ai dit ça. Et le lendemain, j'appelle ma sœur et je dis, je crois que je suis tombée amoureuse. Puis elle me dit, oh, trop cool, parce que c'était jamais arrivé, concrètement. Je dis, non, c'est la merde, c'est une femme. Et puis elle me dit, bah non. Je dis, ah ok. Du coup, je lui ai écrit. Ouais, c'est cool. C'est ça. Que disent bah, Ouais, c'est ok, ça. cool. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, j'ai tout refait ma vie, j'ai découvert quoi. Mais en fait, la fille que je regardais à l'école, que j'avais envie d'être sa meilleure amie, Ouais. c'était pas meilleure amie quoi. Et tout ça en fait, ça m'a fait enlever ce poids que j'avais sur les épaules, d'essayer de correspondre à quelque chose. Et je me dis, mais le poids du patriarcat et de la vie, pour me dire que j'ai pas le droit d'exister en tant qu'humain, je dois être la femme de quelqu'un. Ouais. Et j'ai même pas le droit d'être attirée par cette personne ou pas, parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'être la femme de quelqu'un. Mais en fait, ça a du sens quand tu regardes notre société. Ouais. Normal que tu intériorises ça, quoi. Ouais. Non, Et du coup, quand j'ai accepté vraiment, je pense que ça a pris tellement peu de temps. Et c'était tellement drôle parce que moi j'étais l'éternelle célibataire, je pensais que je finirais avec mes chats à la maison, que je serais de toute façon la chieuse, que de toute façon personne m'aimait parce que j'étais trop chiante, j'étais trop compliquée, j'étais trop ça. Et ben cette année-là, paf, et ben je suis attirée de tellement de personnes, j'ai des opportunités avec tellement de personnes, puis j'étais là, mais putain de merde, c'est ça que les gens ils disaient en fait. Ouais. Mais c'était évident. Et c'est pour ça que je dis cette liberté d'être lesbienne, c'est parce que j'avais intériorisé que pour être pleine et entière et vivante, enfin pas vivante mais ou éligibilité à être un humain, il fallait que je sois la femme de quelqu'un parce que j'avais un utérus. Ouais. Et tu fais ce lien entre l'utilité de ton utérus pour un homme Et de mes mains et de ma façon de cuisiner, et de tenir un ménage, enfin vraiment quoi. Et du moment que t'as plus besoin de faire ça, ben c'est la liberté quoi. Même je me suis rendu compte que je rangeais chez moi parce que j'aimais bien quand c'était rangé. Ouais. Parce qu'avant je le faisais parce que si jamais il y avait quelqu'un qui rentrait chez moi, Pour être effectivement la future femme éligible. ouais. Et là maintenant si je range chez moi c'est parce que j'ai envie de ranger chez moi. Ouais. Enfin c'est intense quand même de se dire que clair. et c'est pour ça que je dis que c'est chapeau quoi parce que moi j'aurais pas réussi à faire ça je pense, peut-être que je me sous-estime un peu mais à déconstruire ça. J'aime bien, je me sous-estime, j'aurais pu quand même supporter un homme. Non, pas supporter un homme, mais déconstruire le fait que je pouvais ranger chez moi juste parce que j'avais envie de ranger. Mais pendant longtemps, j'ai pensé que j'habiterais dans une villa avec un Renault Espace et un chien et 6 enfants, quoi. un panier de basket au fond, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai quand même regardé 7 à la maison longtemps. Ouais. Oui, puis en fait, je veux pas dire que c'est plus simple d'être lesbienne, loin de là, mais je veux dire ça vraiment, pour toi, ça a juste fait un tournus complet où en fait, t'as revu ta vie et ta dimension de la chose tout de suite. Très rapidement. Mais c'est aussi pour ça que, comme ça dans la vie, il faut que je prenne souvent l'air. Enfin, c'est un peu comme une crème qui pénètre pas tout de suite. Oui. Ouais. Faut attendre. Ouais. Quand ça prend bien. Ouais. Il faut attendre que ça prenne. Là, après, je me suis vue faire une carrière, en fait. Ouais. Tout con. Ah, waouh. Mais du coup, je me suis dit, en fait, je peux faire ce que je veux. Ouais. C'est con, hein. Ah, c'est incroyable. J'ai pas de pression. Voilà, j'ai pu choisir un métier pas en fonction de si on aurait des enfants ou qu'est-ce que ça ferait à mon mari ou etc. quoi. Ouais. Et typiquement, dans notre couple, on a réparti une qui est carriériste et l'autre pas, et c'est moi. Et c'est tellement cool. Ouais. Et là, avec encore une dimension supérieure, c'est-à-dire que vu qu'on m'a refusé que je fasse des enfants, et ben on a essayé avec ma copine et du coup j'ai été l'homme. Ouais. Alors déjà, quand t'arrives dans les trucs, les gens ils te disent « Ah, c'est bien que vous soyez deux ».
Puis nous, on est là, quoi, c'est bien qu'on soit 2. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent pas d'eux. En fait, dans un processus de PMA, ça veut dire qu'il y a un problème de fertilité en Suisse jusqu'à l'été passé. Enfin, moi, peut-être, j'ai rien compris parce que je suis lesbienne, mais il me semblait que pour faire des bébés, souvent, il fallait un homme et une femme et qu'ils fallait fassent quand même un être truc deux, quoi. ensemble, Mais quoi. ça veut dire quoi, que les femmes y vont seules? Oui. Oh my god, c'est tellement triste. Ouais, c'est hyper triste. Pas Oh, toujours, ouais. mais quand même. Ouais. Ouais. Le mec, il est au bureau, quoi. Il a pas le temps. Il est au taf. Non, ça le concerne pas. Il nous disait oui, mais c'est bien pour la première fois que vous veniez à 2, après c'est moins important. Nous on est allés tout le temps à 2, à moins qu'il y ait un gros problème d'agenda, etc. Le travail où je suis, quand on faisait ça, ils nous ont suivis dans le truc, non mais ok, on s'arrange. Voilà, ils nous ont suivis là-dedans. Et du coup, moi j'ai été cette personne à côté. On entend les gens qui se plaignent parce que vous les femmes, vous vous rendez pas compte de la chance par rapport à la maternité. Nous, le rôle de père, c'est compliqué, etc. Ouais, celui-là, effectivement, il est compliqué. Tous les autres, on est pas mal sur OK. Ouais. Mais du coup, je suis contente d'avoir vécu ce rôle d'à côté, on va dire. Je veux pas l'appeler père parce qu'on est beaucoup à être à côté et pas des hommes. En fait, on me calcule pas forcément, j'ai pas de place. Aussi, quand ma copine, on savait pas si elle était enceinte, il y a tout ce truc où tu gères pas. Ouais. Bon, après, c'est hyper cool. Mais c'est vrai que de vivre cette position-là, c'était hyper intéressant aussi. Et du coup, désolée, mais je suis encore moins empathique avec les mecs. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais être un peu crue, mais il tient qu'à vous de faire un effort. Ouais. Déjà de venir au rendez-vous. Venir au rendez-vous, prendre sa place, S'impliquer. être proactif. Ouais. Attention, proactif, le mot proactif. Proactif, ça veut dire avant l'activité. Ça veut pas dire réactif, ça veut dire pro. Ou subir l'activité. C'est Non. ça. Puis après, trouver une solution. Après, je sais que dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont pro puis réactifs. Ouais. Mais peut-être que la société, elle a un peu induit Oui, que bien les sûr. hommes sont réactifs. Oui. Je connais des hommes proactifs. Mais soyez-le partout, quoi. Oui, c'est ça. T'es capable d'être proactif dans une situation, tu peux C'est peut-être ça. l'être dans l'autre. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo TikTok. Source d'informations intéressables. Il faut pas que critiquer TikTok, c'est vraiment génial. Un couple, le mec s'est moqué de sa copine quand au sport, elle faisait que de se tortiller parce qu'elle avait sa serviette hygiénique. Et elle lui a donné une serviette hygiénique à son copain. Il l'a mise. Bon, déjà là. Enfin, déjà ça. Enfin, voilà. Et du coup, elle a dit, tu sais, les serviettes hygiéniques, elles sont pas sèches. Donc, elle lui a mis du liquide dedans. Et du coup, il a vécu un moment avec une serviette hygiénique. Et il disait, ah ouais. En fait, il y a plein de trucs qui sont faisables. Mais c'est comme, il y a des trucs qui existent pour les architectes et ingénieurs de passer toute une journée en chaise roulante pour que tu te rendes bien compte de ce que c'est. Ah, Comme ça, ouais. t'oublies pas de bien faire les rampes, de vraiment comprendre les enjeux, quoi. Et de voir à quel point c'est galère. Plus être proactif, justement, là-dessus, Ouais. pour se mettre à la place des autres et exercer l'empathie, en Ouais. fait, pour les gens, ouais. Moi, j'avais vu aussi un challenge, c'était le Watermelon Challenge, je crois. Puis c'était justement pour les femmes enceintes, souvent en couple hétéro, avec, tu vois, des mecs relous qui se plaignent, et puis elles sont peut-être enceintes avec un gros ventre, et puis elles en peuvent plus, puis que eux, leur coller une pastèque autour du ventre, et de voir juste en mode, vas-y, mets tes chaussures. Sans rien d'autre, en fait. Sans, je sais pas, toutes les merveilleuses choses qui peuvent arriver. Sans la nausée, les trucs, Ouais, juste essaye de naviguer avec ce nouveau corps et vivre ta vie, quoi. C'est compliqué. Et je trouvais ça très drôle. Essayez sans attendre qu'on explique, quoi. Puis peut-être tu trouveras la réponse. C'est un peu la même chose que quand nos parents ils disent quand t'aimes pas quelque chose, ils te disent essaye avant de dire que t'aimes pas. Mais ils disent ça pour le brocoli, mais pas pour autre chose. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que on est des humains et on apprend en essayant. En parlant de visibilité et invisibilité au patriarcat, le couple hétéro est ultra visibilisé. Énormément de choses tournent autour de ça, et il y a énormément d'injonctions aussi dessus. Il y a des injonctions genrées qu'on connaît très bien. Je suis désolée, même si on est en Occident en 2023, les femmes sont quand même censées faire la cuisine, le ménage, dans l'imaginaire des gens, s'occuper des enfants. Et puis il y a juste énormément de choses en zone grise, des attitudes qu'on s'attend à avoir, en fait, d'une femme et d'un homme qui sont en couple. Et j'aimerais juste partager une série de trucs que je remarque en tant que femme hétéro en couple, due à cette super visibilité, justement. La première chose que je remarque, c'est que quand on invite des gens chez nous, et il y a une discussion qui se fait, et moi, tout d'un coup, je suis vraiment pas d'accord avec mon mari, et je le dis, ça fait un silence tellement pesant, et il y a vraiment des gens qui nous regardent en mode genre,
oh et elle est pas d'accord avec lui. C'est vraiment comme si on attend un peu une guerre ou une bataille, ou c'est comme si elles sont limite genre trop tristes pour lui parce que je suis pas d'accord avec lui en public, mais il y a une réaction tellement, tu peux couper à couteau. Pas tout le monde, hein, bien sûr, mais il y a des gens, ça me fascine. Quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois toujours être d'accord avec lui, je dois toujours aller dans son sens. Puis que ton couple tient qu'à ça. Et surtout, son identité à lui tient qu'à ça, sa virilité, en fait. Sa virilité. Comment tu te fais contredire par ta femme devant les gens? Oui, en fait. mais il y a cette expression qui dit « Ah, mais c'est la femme qui tient la culotte ». C'est terrible. C'est un peu comme si ça allait émasculer l'homme, que en fait, il y a une répartition dans le couple, quoi. Ouais. Même pas genrée ou pas genrée, genre juste une répartition. Par exemple, dans notre couple de femmes, eh ben, on a discuté de qui fait quoi. Oui. Fou malade. Ouais. Magique, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. jamais vu, jamais entendu, quoi. Et il y a une copine une fois qui m'a dit « Ouais, mais Aline, ça doit quand même être compliqué dans ton couple. Du coup, comment vous décidez qui fait Oh quoi ?» my god. Bon, c'était il y a longtemps, je pense que c'est une personne qui a évolué depuis, etc. Mais bah voilà, typiquement quand je disais avant je suis triste pour les gens, bah là je suis pareil, je me dis « Oh, pour you ». Ouais, c'est ça, en fait. Tu es gracieuse. Ouais. Je sais pas. Après, si jamais, spoiler alert, dans un couple de femmes, personne n'aime vider les poubelles. Et tout le monde trouve qu'il fait trop. Ok. Ça marche. Enfin, ça reste des corvées. C'est ça. Finalement, il y a toujours des trucs qui saoulent tout le monde, et puis que Ouais. tu sois entre femmes ou en couple hétéro, ça change rien, quoi. C'est ça. Par contre, nous, on n'a pas l'injonction, comme tu dis. C'est justement là où je voulais en venir. D'autres trucs que je remarque, mais si je parle des zones grises, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois récemment. Dans une soirée sans mon mec, il y a absolument quelqu'un qui va me dire « Il fait quoi Vincent ce soir ?» Et moi je suis là genre « What ?» C'est quoi cette question en fait? C'est que je pense que le fait de me voir seule, ça les renvoie tout de suite à il est où son mari? La pauvre elle est seule déjà. Enfin il y a un truc bizarre en fait d'exister en tant que personne quand tu fais partie d'un couple hétéro. Tellement l'entité du couple doit prévaloir que c'est bizarre. Et moi je suis là genre c'est assez marrant, je suis bouche bée. Je sais pas quoi répondre. Je peux te dire il est devant Netflix, il boit des bières avec un pote, c'est pas intéressant, ça va pas t'intéresser. Pas ça le but de ta question en fait. Et le truc qui m'a trop fait rire après coup, c'est une fois mon mec partait en week-end de ski, moi je skie pas du tout. Et du coup, j'avais le week-end pour moi. Et il y a une pote qui m'a dit, oui, non mais elle m'a dit, mais du coup, tu vas faire quoi ce week-end? Et là, j'ai regardé, je lui ai dit, je vais me toucher. Et c'est sorti tout seul en fait. Parce que... Sinon, je comprends pas la question. Oui. Comment ça, je vais faire quoi ce week-end? Tu me demandes jamais ce que je vais faire ce week-end, sauf si on a vraiment rien à se dire, tu vois. Ouais. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, il y a tellement... Le couple hétéro est tellement visibilisé avec des injonctions, et je le remarque quand tu fais les choses, mais légèrement différemment. Hein. Enfin, on n'a rien fait pour le moment de ultra transgressif. Et je trouve ça assez incroyable. Du coup, je voulais te demander, en tant que couple lesbienne, comment ça se passe? Parce que moi, je sais que dans la culture, j'entends souvent que les lesbiennes, elles sont très invisibilisées. On parle beaucoup des hommes gays, mais des femmes lesbiennes, c'est un peu genre... À ce qui paraît, ça existe. C'est ça. Comment ça se passe, un couple de lesbiennes? Comment tu es vue par les gens, tu penses? Bah déjà, quand ma copine fait quelque chose le week-end, ou moi je fais quelque chose le week-end, on me demande pas ce qu'elle fait. Waouh! Quand tu dis ça, je me dis « Ah, ça me dit quelque chose, ça. » Mais je dois faire le travail pour me mettre dans cette situation-là. Et effectivement, je crois pas qu'on me demande ce que fait ma copine quand elle est pas là. Ouais. Ou alors, ah mais elle pouvait pas venir, genre parce qu'on est déçu de pas la voir, voulait la parce voir, qu'on l'aime bien. Ouais. Mais pas Ouais. parce que, en fait, c'est pas normal qu'elle soit pas là, quoi. Mhm. Dans l'invisibilité, c'est un peu compliqué pour trouver des appartements. Moi, j'ai toujours cette pression de me dire comment notre dossier va être perçu, en fait. Ouais. Est-ce qu'ils croient qu'on est des colocs? Et par exemple, bah, là, on a cherché un appartement, on a eu de la chance parce qu'on a trouvé facilement un truc cool. Après, c'est en Valais, donc toute proportion gardée. Oui. Ouais. Mais ça n'empêche que j'ai toujours cette appréhension. Est-ce qu'on va tomber sur des propriétaires homophobes? Est-ce que on va tomber sur des voisins homophobes? Comment ils vont nous percevoir? Il y a toujours tout ça à refaire, ce petit coming out partout. On a d'abord fait notre partenariat enregistré, en partie pour une question de militantisme, en partie pour une question parce qu'on était en couple puis ça nous faisait plaisir, mais aussi en partie pour légitimer notre couple, Bah en oui. fait. Mhm, Ouais, je mhm. comprends. Parce que sinon, on n'était pas un couple. On était deux personnes qui vivions à côté, quoi. Et effectivement, là, par exemple, je suis bénévole à Festineuch et je vais être co-responsable avec mon beau-frère. En me mariant, j'ai pris le nom de ma copine. Donc, on a le même nom de famille. Ah merde. Et du coup, je sais pertinemment qu'on va être le couple. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus évident. Et d'ailleurs, avec mon beau-frère, des fois, on rigole quand on est ensemble, on fait le faux couple. C'est lui qui est gay. Et celui qui est Ah gay non, en c'est plus. doublement Oui, marrant. oui, oui, c'est pour ça que c'est drôle. Ouais. Ouais. Avec l'autre frère qui est pas gay, on fait pas ça. Ouais. Ouais. Et du coup, bah ouais, c'est vrai qu'on n'existe pas, quoi. Nulle part. Par exemple, bah, quand on va à l'hôtel,
on n'existe pas. Là, je vous ai montré une photo qu'il y a sur ma gourde, et dans la chambre, ils ont séparé les lits. Oh. Donc, ouais, on n'existe pas. Pour les couples gays, je crois, pour les hôtels, c'est aussi pas évident. Ouais, je pense, mais j'ai jamais pensé à ça, en fait. Du coup, quand on s'est vu, t'avais dit un truc assez marrant. Enfin, moi, ça m'avait fasciné. Tu disais que dans la rue, on ne voit pas comme un couple. Mhm. Si on s'embrasse, à la limite, c'est vu, mais pas tant considéré. Mais là où on t'humanise vraiment en tant que couple de lesbiennes, c'est par exemple quand tu t'engueules au supermarché. C'est ça. Il y a l'anecdote à laquelle je pensais, c'est quand on est arrivé à la caisse et que, je sais plus pourquoi c'était, mais comme tout le monde, un truc stupide qui sert à rien, mais qui est frustrant à ce moment-là. Ouais. Et tout d'un coup, dans les yeux de la caissière, tu vois. Le Je crois que j'ai compris quelque chose. Ouais. Je crois, c'est pas des sœurs. Ouais. Des colocs. Je crois qu'il y a un truc là. Ouais. Puis c'est rigolo parce que dans ses yeux, j'ai vraiment vu comme une lueur de compréhension. Comme tu gagnes au tribolo, t'as gagné 2 francs. Ouais. Et elle a gagné 2 francs, quoi. Ouais. Elle est contente. Ouais. Et puis, après, il y a soit t'es content, soit t'es pas content. Des Ouais. fois, ceux qui découvrent, tu vois qu'il y a un... Je veux pas dire que c'est souvent dans les yeux de mecs, mais j'ai l'impression quand même. Ok. Une espèce de truc. Ouais. Et du coup, ouais, quand on s'engueule, ou quand on est visiblement fâché, Ouais. on est considéré comme tout le monde. Comme humaine, quoi, tout Ouais. d'un coup. Vous avez des sentiments, des Ouais. émotions, des problèmes entre vous. Ouais, un peu comme si tout d'un coup c'est un truc qu'ils comprennent, quoi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que t'as parlé de s'embrasser dans la rue, c'est pas compris. Ce que je dirais, c'est quand on s'engueule, on a un lien avec les gens qui sont autour. Et quand on s'embrasse, on a la même chose que quand t'es gros. On a de l'observation d'un accident sur la route, quoi. Ouais, une curiosité, Ouais. en fait. Tandis que quand tu t'engueules, il y a... Ah ouais, ça va. Ouais, les gens comprennent parce que on a tous vécu ça, quoi. Ouais, et du coup, c'est là où on est visible et c'est là où on existe. C'est marrant parce que moi, le sentiment que j'ai en tant que meuf en couple hétéro, justement, on est tellement survisibilisé et il y a tellement une image parfaite que tu devrais projeter que si on s'engueule de la rue, parce que moi, ça me dérange pas du tout de m'engueuler, je trouve que ça fait partie de la vie, voilà. Je sens vraiment un espèce de voyeurisme avec plein de jugements en mode genre, ils s'engueulent. Et puis surtout, je sens ce truc que c'est de ma faute. C'est moi qui devrais, en principe, fermer ma gueule, accepter, être sympa. Et du coup, ça me dérange de m'engueuler dans la rue alors qu'en soi, j'en ai rien à foutre, en fait. Mais parce que t'es une chieuse. Mais je suis une chieuse, tout à fait. C'est ça, et pourquoi tu l'embêtes? Ouais, laisse-le Ouais, c'est ça, tranquille. Ouais, c'est ça. Exact. Et c'est vrai que moi, j'ai pas ce sentiment-là. Ouais. J'ai ce sentiment de pudeur où on lave son linge sale à la maison. Ouais. Ouais. Et je pense que si j'étais en couple hétéro, je me sentirais encore plus mal. Ouais. Parce que bien sûr, c'est moi qui crie plus fort. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Pour répondre aux boomers, des fois je suis l'homme parce que je gagne plus d'argent et des fois je suis la femme et je crie plus fort. Je suis l'hystérique. Ouais, c'est Ça ça. n'a pas trop de sens, franchement. Tu es pleine de contradictions. Oui. Donc, pour passer du couple hétéro et lesbien, il y a le sujet de la maternité. Toi, tu es en train d'essayer de devenir parent. Coraline, toi, tu es déjà mère. Mhm. Et quand on a... Et quand on a discuté ensemble en préparant l'épisode, tu as dit un truc... ça m'a fascinée et blessée en même temps. C'est que tu réalises quelque chose. Est-ce que tu veux en parler? Oui, parce qu'on parle souvent du côté où les gens savent pas quoi faire de ta vie si t'as pas d'enfant. Parce qu'il y a un côté, t'as 30 ans, t'as un taf, t'es en couple. J'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Et j'ai trouvé assez impressionnant, et j'ai remarqué ça très 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 vite quand mon fils est né. En fait, tout d'un coup, tu fais partie d'un club. Puis tu sais, il y a des gens, genre des gens plus âgés avec qui t'as pas forcément vraiment de lien, mais tu les vois un peu régulièrement, et tout d'un coup, tu te sens beaucoup plus... je sais pas, ils s'intéressent vraiment à toi. Ouais. J'ai trouvé ça très bizarre. Vraiment juste, tu sais, t'es là avec ton bébé de quelques semaines dans les bras et t'es un peu là genre, pourquoi il me parle? Ouais. Il me parle pas d'habitude. Mais c'est genre quoi, des amis de tes parents, des... Ouais, mais plein de gens comme ça. Puis tu sais, t'es vraiment genre, je sais pas quoi faire de cette conversation. Puis ils s'intéressent vraiment à ta vie, genre le travail, enfin, ils s'intéressent à toi. Non, il s'intéresse à ta vie avec ton enfant, et Oui. puis comment ça se passe avec ton enfant, et puis tout ça. Puis... Mais il y a vraiment un truc, en même temps, c'est cool, parce que c'est peut-être des gens que tu vois depuis super longtemps, avec qui t'as aucun lien. Ouais. Et tout d'un coup, en fait, ça en crée un. Ouais. Je trouve ça cool, parce qu'effectivement, tout d'un coup, il y a des gens qui s'intéressent un peu à moi. Puis il y a du lien, quoi, c'est cool. Il y a du lien, en fait, Mais est-ce simplement. qu'il s'intéresse à toi ou il s'intéresse à la mère? Il s'intéresse pas à moi, ouais, il s'intéresse un peu à ce rôle. Depuis que je suis enceinte, quoi, je sens vraiment ce club qui se referme un petit peu vers toi, tu sais. Comme si tu pouvais pas exister autrement qu'en étant une mère, en fait. Un peu, ouais. Mais c'est marrant parce que en même temps, des fois, maintenant, quand je vois des gens et puis que je dis que j'ai un enfant, j'ai une petite partie de moi qui trouve ça bizarre quand ils s'intéressent pas plus que ça à mon enfant. Puis en même temps, je suis un peu là, c'est cool,
cool. Enfin, en fait, C'est que ça t'intéresse à toi, en fait. ouais, c'est pas plus intéressant parce que j'ai un bébé, puis ils s'en foutent, puis tant mieux pour eux, en fait. Mais c'est vrai que tout d'un coup, t'as vraiment plein de gens qui s'intéressent vraiment très intensément à ta vie, et c'était pas le cas avant. T'es un peu là, mais qu'est-ce qui a changé ? Ah oui, j'ai un bébé. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, voilà, on parle de ça. Et je dis ça m'a blessée parce que moi j'ai pas d'enfant et je suis en pleine réflexion là-dessus, et une des réflexions que je me fais, c'est que j'ai l'impression que si je fais pas d'enfant, justement je perdrai des liens avec les gens parce qu'ils sauront pas quoi foutre de ma vie. Donc il y a un côté déjà où il y a vraiment des gens qui sont en mode ta vie sert à rien parce que t'es pas mère. Mais même les gens qui vont pas là, qui sont plus chill que ça, ils savent pas quoi faire comme lecture de ma vie. Je peux te dire je vais bien, je suis heureuse, mais ils sont là genre mais pourquoi en fait t'es heureuse? Je sais pas. Et comment ? Ouais, c'est ça, comment ? Ouais, comment est-ce que tu trouves un sens à ta vie en fait? Moi j'ai beau à dire j'adore faire ci, j'adore faire ça, ils vont être là mais c'est Comment ça, t'aimes la poterie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? exactement, tu fais un podcast, c'est chou, mais bon, Ouais. la vraie vie, qu'est-ce que Et c'est? après, c'est quand que ça avance ? Exact. C'est quand que tu deviens la bonne personne ? Exact. Et du coup, en fait, quand t'as parlé de ça, Coraline, c'est comme si ça a confirmé ma crainte, en fait, que soit je vais faire partie de ce club, soit je vais faire partie d'aucun club. Et il y a une espèce d'invisibilisation des vies sans enfants. Bah moi, je rebondis à ça par rapport au fait que je sais pas si j'ai déjà conscientisé ça ou je conscientise ça maintenant, mais du coup, ça me fout les jetons si on a des enfants de perdre ma liberté. Parce que là, on disait qu'en étant lesbienne et grosse, je suis assez libre. Ouais. Et tout d'un coup, je me dis, oupsie. C'est comme perdre ton poids. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, puis là, je pourrais pas décider de pas perdre plus que tant. Une des questions que je me pose quand je me dis est-ce que je veux faire des enfants, je me dis mais en fait, avec le rôle de mère, j'aurai le patriarcat dans la gueule. Enfin vraiment, je vais pas bien vivre ça parce que déjà là, en étant sans enfant, je me sens agressée par énormément de choses. Je me dis mais le jour où je suis mère, j'arrive même pas à imaginer quoi la quantité d'injonctions que je vais sentir. Je pense que c'est à peu près proportionnel à quand j'imagine si j'étais hétéro. Ça se peut. Parce que on m'a tellement dit tout le temps que je devais avoir une maison propre, ou pas dit mais montré dans cette à la maison, que du coup comment je ferais pour être un humain, enfin qui je suis quoi, là au milieu. Ouais. En parlant de ça, je me dis mais est-ce que je deviendrais un peu moins un humain et plus une image? Ouais. Et que ce soit pas aliénant quoi. C'est en fait. ça. Ouais. Parce qu'il y a la question de l'invisibilisation des vies sans enfants, mais aussi simplement en fait l'invisibilisation de ta personne du coup, parce que au sacrifice du rôle quoi. Ouais. Bah après, moi, j'ai tous mes potes, enfin vraiment je dirais mes potes proches, enfin il y a personne qui a d'enfants. Et j'avoue que je me vois pas vraiment être amie avec des gens qui mettent ça en avant tout le temps. Ouais. Du coup, c'est différent aussi. Je veux dire, j'ai un peu une base assez sûre. Enfin, ça amène aussi des avantages parce que ça donne un pass en plus dans le côté normatif. Alors moi, j'en sors pas beaucoup, hein, vraiment pas du tout, hein, même on peut dire. Ouais. Mais je veux dire, en étant un peu consciente des problématiques systémiques, disons, être parent, ça te donne un pass pour avoir des conversations que je trouve intéressantes avec des gens à qui à la base j'ai rien à dire. Ouais. Tu vois, Ok. tu peux parler d'éducation, tu peux parler d'enfants, et puis ça me fait Même pas si chier. eux, ils en ont pas. Non, je veux dire pas. Là, Ah. je parle justement des potes qui ont des enfants, Qui ont ou des des enfants, ouais, pardon. connaissances, ou des gens qui ont des enfants. Mais en fait, t'as toujours un terrain commun. Oui. Tu peux toujours causer d'un truc, en fait. Et ça, c'est assez chouette. Ça, je trouve ça cool. Pour moi, qui, en fait, je supporte pas le small talk. Vraiment, je trouve ça insupportable. Et rencontrer des gens avec qui t'as l'impression que t'as un peu rien à dire, en fait, s'ils ont des enfants, ça fait que Il y a quelque chose. il y a toujours un peu un truc, quand même. Donc ça, c'est cool. Ça me fait penser que l'humain a besoin de se sentir appartenir à quelque chose en général. Ouais, Du coup, c'est clair. c'est pour ça qu'on parle de météo au bout d'un moment. Parce que ça nous unit tous. Ça nous unit. La pluie, ça nous fait tous chier. C'est ça. Et du coup, les enfants, c'est un truc un peu... parce qu'on sait qu'un enfant, c'est aussi la suite de l'humanité, en fait. Ouais. Donc, ça nous appartient tous un peu. Après, je comprends pas pourquoi le délire, il s'est propagé sur les chiens. C'est la même chose avec les chiens. Ah, grave. Genre, si t'as un chien, les gens, ils se disent que t'as envie de leur parler. Alors, j'ai tellement Ouais. vu ça. La semaine passée, je suis allée me balader avec ma meilleure amie et son chien et mon fils. Du coup, on était au bord du lac, il y a plein de gens avec leurs chiens. Et j'étais là, mais c'est fascinant. C'est tellement... J'imagine que moi, à la place de jeu, quand mon fils pourra en profiter, ça sera toujours moins intense que elle avec son chien. C'est vrai. Mais les gens viennent tout le temps te causer. Puis c'est Ouais. d'autres gens avec des chiens aussi. Puis tu sais, les chiens, ils jouent ensemble. Et puis, enfin, il y a tellement de trucs où je suis là... C'est trop marrant. Il y a ce truc où les gens, ils ont besoin d'être ensemble. Et puis, effectivement, je pense que la maternité, la parentalité permet de rassembler. Ouais, Du coup, quand t'as pas ça, et t'es en dehors, quoi. Mhm. Je trouve ça chaud parce que moi, tellement de fois, on m'a répondu « Ouais, mais tu verras quand tu seras maman. » Je suis là, mais non. Il n'y a pas une maman dans la vie avec
une façon de faire. Ouais. Et moi, je le remarque avec la mère de ma copine et la mienne qui sont très différentes les deux et qui ont une éducation très différente. Et ben, en fait, non. Ouais. Je verrai pas quand je serai maman parce que je sais pas si je serai maman et je sais pas quelle maman je serai. Et j'aime bien dire souvent que je suis la maman la plus parfaite du monde. Je suis celle qui a pas d'enfant. Parce que je sais pas. Ouais. C'est juste théorique en fait, Ouais. tout ce que je dis. Ouais, c'est clair. Ouais, puis je trouve chaud, on vit dans une société où la plupart des gens deviennent parents, puis en effet, si ta vie est invisibilisée, oui, t'es laissé un peu à ton compte, et puis t'es laissé un peu à t'autogérer toute seule, alors qu'on a besoin de liens, en fait, tous. Moi, c'est un truc qui me hante un peu, quoi. Si je Et fais en pas même d'enfant. temps, c'est le prix de la liberté. Ouais, tout à fait. C'est intéressant, ouais. Et peut-être que aussi, je me pose la question si les parents, ils aiment bien aussi parler avec toi pour savoir si t'es dans la même merde. Ouais, je remarque ça. Ouais. Et du coup, ben, le fait d'avoir des gens qui ont choisi de pas avoir d'enfants, ça les confronte au fait que peut-être eux ont pas choisi, mais ont juste fait des enfants par injonction. Ouais. Donc ça renvoie dans la figure qu'en fait ils auraient pu ne pas choisir. Je pense pas qu'on peut changer la société que à coup de gros marteaux. On a besoin, hein, mais je pense qu'on a besoin de semer des graines. Ouais. Par exemple, dans mon travail, je demande aux jeunes s'ils ont un amoureux ou une amoureuse. À chaque fois. Bon, à chaque fois, ils font « Mais pourquoi moi non pas une... J'ai pas l'air gay, non Et puis au final, t'expliques, puis ça passe. Juste des petits trucs comme ça, Ouais. quoi. Moi, ce que je retire de cette discussion, c'est que l'invisibilité peut faire peur parce que du coup, t'appartiens pas à une communauté. Le fait de perdre des liens, ça fait peur. Mais en même temps, c'est une forme de liberté Mhm. et tu trouves quand même une communauté. Oui, et ça me fait penser quand j'ai découvert que j'aimais les filles, que j'ai eu beaucoup d'appréhension à le dire. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, du coup, il restera ceux qui sont bien. Ouais, ça fait le tri, quoi. Ouais, en fait, c'est chaud parce que du coup, t'es face à une réalité que t'avais peut-être pas envie de voir. Mais franchement, c'est cool d'avoir que Ouais. des bonbons que t'aimes. Ouais. Puis pas avoir, comme dans ces boîtes de... où tu peux tomber sur des bonbons au goût vomi. Ouais. Et que tu sais C'est pas les quand. bonbons de Bertie Crochu. Cire d'oreille. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose par rapport à l'invisibilité et la liberté que tu y trouves ? C'est cool. C'est cool. Franchement, c'est cool. Peut-être par là, je trouverais intéressant, ben, comme tu as dit, tu t'étais jamais posé la question de la force que les femmes hétéros avaient pour subir ça Ouais. et continuer à le faire avec plaisir. Et ben, peut-être voir aussi que être lesbienne et grosse ou c'est cool aussi en fait. Ouais. Les trucs, ils peuvent changer. Qui peuvent changer la manière de voir les choses. C'est ça. Ouais. Et courage et patience toujours à vous. Merci. Ça passera pas. Good night and good luck. C'est vraiment ça. Mais ça ira quand même. Ouais. On Bah, fait c'est de la avec. résilience, on s'y fait. Sûrement. Sûrement. C'était cool pour toi de venir au podcast ? Oui, c'était cool pour moi. J'ai toujours l'impression de me dire est-ce que j'ai fait juste. Mais ça, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. C'est comme le truc de la mort, là. C'est On ça. aimerait bien en parler, mais ouais. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Lausanne. Oui, merci. J'apprécie beaucoup. Avec plaisir. C'était vraiment génial de t'avoir. Merci pour le témoignage par écrit. T'es un peu la contre-culture, je sais pas comment dire. Tu montes le truc en mode ouais, mais ça c'est super en fait. Ouais. Et c'est génial. Et puis c'est léger et c'est chouette. Et ça me fait beaucoup de bien. Tant mieux si c'est comme ça que Ouais. c'est perçu. Ouais. ça veut pas dire que c'est que voilà, rose et des paillettes, mais je veux dire, c'est voilà. C'est pas que noir et chiant. C'est ça Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Alors c'était Les Poissons sans bicyclette, podcast indépendant basé à Lausanne. On a un Patreon. On a un Patreon. J'ai pas plus d'infos à donner en fait. On est inscrite maintenant sur Patreon, qui est un site de financement participatif. Donc, si vous voulez nous soutenir pour nous aider à maintenir le podcast, allez sur Patreon, patreon.com/les poissons sans bicyclette, tout en pluriel. Et vous pouvez contribuer par mois, à partir de 5 francs par mois, jusqu'à plus haut si vous voulez, pour des contreparties très cool. Yes. Comme par exemple avoir accès à des épisodes exclusifs. Vous voulez Mais vous oui. sentir VIP. Et du coup, vous allez mettre le lien sur Instagram. Merci Aline. Oui. Le lien est sur notre bio sur Instagram. Oui, merci d'avance si vous vous y inscrivez. Oui, faites-le parce qu'elles sont super. Cool. À bientôt. De la part de De la part de moi. Lirza. Et Coraline. Ciao. Ciao.